Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va voir le deuxième et troisième théorème de Sylow. Donc je vais énoncer le deuxième théorème de Sylow et je vais en voir une démonstration. Alors, deuxième théorème de Sylow. Donc je vais me donner toujours un groupe fini et P un premier. Donc soit G, un groupe fini et P un premier. Alors, et on va supposer si P divise l'ordre de G. Alors, on pourra avoir deux conclusions. La première, que je vais noter I, c'est que si H est un P sous-groupe de G, un P sous-groupe de G, alors il existera toujours un P silo, on va noter S, qui contient H. Donc alors, il existe un P silo S tel que H est contenu dans S, où S contient H. C'est la même chose. Et la deuxième conclusion, qu'on va noter II, sera un cas particulier de la première, mais on va le voir plus tard, c'est que tous les P silos sont conjugués. Ça veut dire que si je me prends deux P silos distincts, donc ça c'est équivalent, hein, IE, si on a K et P deux P silos, donc je pourrais toujours écrire K comme G, P, G-1 pour tout G dans mon groupe. Donc ça veut dire ça que tous les P silos sont conjugués. Donc voilà, ça c'est le théorème de Sylow. Et je vais essayer d'en apporter une démonstration. Alors comme d'habitude, je vais définir une action de groupe. Je vais définir une action de groupe. Pour définir une action de groupe, il me faut un groupe et un ensemble. Donc preuve. Donc soit j'ai un groupe fini, soit P un premier, tel que P divise l'ordre de G. En fait, puisque P divise l'ordre de G, je pourrais écrire l'ordre de G comme P puissance n fois Q avec P et Q promis entre eux. Ça, je peux écrire l'ordre de G comme ça puisque P divise l'ordre de G. Et je vais notons, SLY P entre parenthèses grand G, fermez la parenthèse, l'ensemble des P silos de G. Où le P est celui-ci, le P qu'on s'est fixé. Ok ? Alors, je vais affirmer la chose suivante. Notre groupe G agit sur l'ensemble des P silos de G par conjugaison. Donc, G agit sur l'ensemble des P silos de G par conjugaison.
Donc on va voir cela. Donc je vais quand même rappeler ce que c'est être conjugué. Donc je me donne, hop. Bon, donc mon action va être la suivante. Donc je me donne un élément dans G, donc ça sera un petit g, et un élément dans l'ensemble des P-silos de G. Mais je rappelle, l'ensemble des P-silos de G, en fait, c'est un ensemble d'ensembles. C'est un ensemble qui contient des groupes. Donc là, je vais pas me donner un élément, je vais me donner un groupe. Hein. Je vais donner un P-silo. Et la conjugaison, ça va être juste G, P, G-1. Voilà. Et ça, je vais le noter G étoile P, comme d'habitude. Je note mes actions de groupe comme ça. G étoile P. Donc ça, c'est une affirmation. Il faut quand même que je le vérifie que c'est une action de groupe. Donc on doit vérifier 3 choses. Que pour tout élément dans mon ensemble, l'élément neutre dans mon groupe agit trivialement sur l'élément de mon ensemble. Il faut que je vérifie aussi une espèce de demi-associativité. Ça va être la deuxième chose. Et la troisième chose, ça va être que mon ensemble, donc l'ensemble des P-silos de G, est bien stable sous l'action de mon groupe. Donc le premier point à vérifier, c'est que pour tout P-silo, l'élément neutre de G agit trivialement sur mon P-silo. Mais ça, c'est clair, puisque l'élément neutre étoile P, c'est juste, par définition, E, P, E-1, qui est égal à E, P fois E, hein, l'inverse de l'élément neutre et l'élément neutre, et ça, c'est P. Donc l'élément neutre agit bien trivialement sur P. Le deuxième point, hein, c'est la demi-associativité, c'est-à-dire que pour tout G, G' dans G carré, donc je me donne 2 éléments dans G, et je me donne un élément dans mon P-silo. On doit vérifier la chose suivante, que G étoile, entre parenthèses, G' étoile P, fermez la parenthèse, est égal à G fois G' étoile P. Donc on doit montrer la chose suivante. Et ça, c'est assez simple en fait. Donc, je vais le faire là. Donc je me donne soit G et G' dans G et P, un P-silo de G. Alors, G étoile G' étoile P, c'est quoi par définition? C'est égal à G étoile G' fois P fois G'-1. Et ça, je rapplique encore, par définition, c'est égal à G fois tout ce qui est là. Donc G', P, G'-1 fois G-1. Et là, je vais appliquer l'associativité. Puis le fait, donc là je vais réécrire là, que G'-1 fois G-1, c'est rien d'autre que G fois G' le tout moins 1.
Voilà. Et ça, c'est exactement G fois G' étoile P. Voilà, donc s'il vérifie le second point. Donc ça, c'était assez simple. J'aurais pu même ne pas le faire, l'affirmer comme ça. Et le troisième point, je rappelle, c'était montrer que l'ensemble des P-silos est stable sous l'action de mon groupe. Et ça, en fait, c'est le fait que mon application de conjugaison est un isomorphisme. Donc, si je note maintenant, par exemple, ça, on va l'appeler comme ça maintenant, mon action. On va le définir comme ça. Donc, je vais me fixer G en indice. P-1 est un isomorphisme. Voilà. Donc ça, c'est simple. Je vous laisse le vérifier. Donc, si je me donne S un P-silo de G, alors, en particulier, non pas en particulier, mais on a qui est isomorphe à S, puisque c'est un isomorphisme. Et donc là, en particulier, ils ont le même cardinal. Donc, eh bien aussi un P-silo, puisqu'on caractérise un P-silo par son cardinal, par définition. Voilà. Donc en somme, par les trois propriétés qu'on vient de voir, G opère bien sur l'ensemble des P-silos de G. Donc par conjugaison. Donc ça c'est important, c'est ce qu'on a montré. Je vais l'encadrer. Hop. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir considérer les stabilisateurs, les orbites et tout ça. Puisqu'on a bien vu que G opère sur l'ensemble des P-silos et qu'on a défini une action de groupe. Donc je vais me donner un P-silo dans l'ensemble de mes P-silos. Donc soit P, un élément de mes ensembles de P-silos. Et je vais considérer maintenant le stabilisateur de P, qui va être l'ensemble de mes G dans grand G, tel que qui laisse un invariant P sous l'action de groupe. Donc tel que G, P, G-1 est égal à P. Donc c'est le stabilisateur de P sous l'action de groupe. L'ensemble des éléments du groupe qui laisse invariant P sous l'action de G sur l'ensemble de mes P-silos. Et aussi, je vais définir mon orbite comme ça. Donc ça va être l'ensemble des G, P, G-1 tel que G parcourt G. Grand G, mon groupe. Voilà. Et maintenant, je vais montrer la chose suivante. Montrons que P ne divise pas l'orbite de P. Là, c'est un grand P. Là, je parle de mon P-silo. Là aussi.
Et là, je parle P premier. Hein. Et quand je dis ne divise pas l'ordre de l'orbite de P. Donc ça, c'est le P premier que je m'étais fixé au début de ma preuve. Donc là, je veux prouver que P ne divise pas l'ordre de mon orbite. Voilà, donc je vais quand même, c'est toujours bien de rappeler où on veut aller. Donc on veut aller là. On veut montrer que P ne divise pas l'ordre de mon orbite. Et ça, par la formule des orbites, je peux écrire l'ordre de G comme l'ordre du stabilisateur fois l'ordre de l'orbite. En divisant par le stabilisateur, ceci est équivalent à écrire... Donc en divisant par le stabilisateur, on obtient que l'ordre de l'orbite de P est égal à l'ordre de G sur l'ordre du stabilisateur de P. Voilà. Et là, je vais faire la remarque suivante. On a que P est inclus dans le stabilisateur. Donc, par Lagrange, on a que l'ordre de P divise celui de l'ordre, enfin, divise l'ordre du stabilisateur de P. Donc, c'est équivalent à dire qu'il existe un entier, par exemple S, positif, tel que je peux écrire le stabilisateur de P comme l'ordre de P fois S. Mais P est un P silo. Donc, par définition, hein, l'ordre de P est égal à P puissance N. Voilà. Donc, je peux écrire cette égalité-là. Je peux mettre étoile là. Étoile est équivalent à l'ordre de l'orbite est égal à quoi? G, je rappelle que je l'avais posé P puissance N fois Q. Donc je peux mettre P puissance N fois Q sur l'ordre du stabilisateur. Mais l'ordre du stabilisateur, c'est S fois P puissance N. Et là, on peut remarquer hein, que P ne divise pas S, hein, puisque l'ordre de P est maximal. Donc s'il y avait un P dans S, il se retrouverait forcément ici. La puissance de P est maximale. Hein. C'est le P groupe maximal, hein, un P silo. Donc là, les P puissance N s'en vont, et j'obtiens Q sur S. Et comme P, je rappelle où on voulait aller, hein, on voulait montrer que P ne divise pas l'ordre de l'orbite de P. Où P est un P silo. Et comme P ne divise pas Q, puisque P et Q sont promis entre eux, et que P ne divise pas S, puisque P et S sont promis entre eux, ça implique que P ne divise pas Q sur S. Donc, P ne divise pas l'ordre de l'orbite de P. Voilà. On est d'accord sur ça. Maintenant, je vais me donner, donc ça c'était une petite aparté, je vais me donner, donc là je vais pouvoir montrer I, le point 1 de mon théorème.
Donc on se donne un P sous-groupe et on veut montrer qu'il existe un P silo un P silo qui contient mon P sous-groupe. Donc soit H un P groupe de G. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restreindre l'action de G sur l'ensemble des P silos à l'action de H sur l'orbite de P. Donc là, on va juste le prendre avant non trivial. Hein. Voilà. Juste pour dire qu'il est non trivial. Puisque s'il est trivial, mon énoncé est trivial. Donc là, on va restreindre. On restreint l'action de G sur l'ensemble de mes P silos à l'action de H sur l'orbite de P. Où là, je me donne toujours un P silo. Voilà. Donc là, on va plus. C'est toujours une action de groupe vu qu'on fait juste de restreindre notre action. Donc on considère plus l'action de G sur l'ensemble de mes P silos, mais juste l'action de H sur OP, qu'on va définir maintenant comme S0. Donc S0, c'est juste l'orbite c'est juste l'orbite de P. Voilà. Et maintenant, si je note donc S0, c'est l'orbite de P. Mais aussi, on a que H agit sur S0. Donc je peux partitionner H par les orbites de P0. Donc si je donne soit P1 jusqu'à PR, les orbites, donc là il y a P1 de S0, 2 à 2 disjointes. Bah, je peux partitionner S0 en tous mes pays. Ça implique que l'ordre de S0, c'est la somme cardinale de chacun de mes pays. I variant de 1 à R. Et en utilisant la formule des orbites, j'obtiens que le cardinal de mon orbite, c'est rien d'autre que l'indice du stabilisateur de PI dans H. Puisque H agit sur S0. Voilà. Maintenant, on va essayer de déterminer ce qu'est le stabilisateur de PI, l'indice du stabilisateur de PI dans H. Donc essayons de déterminer cela. Donc on va se donner soit I de 1 jusqu'à R. Donc puisque le stabilisateur de P est toujours un sous-groupe de H, ça implique par Lagrange que l'ordre du stabilisateur de PI divise
l'ordre de H. Donc ça implique qu'il existe, ou l'ordre de H, on s'est dit que c'était un P-groupe. Donc, puisqu'il est fini, il s'écrit comme une puissance de P. On va dire K. Ça, c'est juste la définition d'un P-groupe dans le cas H fini. H peut s'écrire, l'ordre de H peut s'écrire comme une puissance de K. Donc le stabilisateur de PI, l'ordre du stabilisateur de PI divise P puissance K. Donc l'ordre du stabilisateur de PI est aussi une puissance de K, inférieure à une puissance de P, inférieure à K. Donc ça implique qu'il existe L appartenant à 0 jusqu'à K, tel que l'ordre du stabilisateur PI est égal à P puissance L. Et encore, par Lagrange maintenant, donc là je vais vraiment énoncer le théorème, l'ordre de H peut s'obtenir comme l'indice du stabilisateur dans H, l'indice du stabilisateur de PI dans H, fois l'ordre de H, du stabilisateur. Donc en isolant ça, puisque je disais qu'il fallait qu'on détermine cela, en isolant l'indice du stabilisateur de PI dans H, c'est rien d'autre égal à l'ordre de H sur l'ordre du stabilisateur de PI. Mais l'ordre de H, c'est P puissance K, on avait dit. Et l'ordre du stabilisateur de PI, c'était P puissance L, où L est un entier entre 0 et K. Ça, je peux dire que c'est P puissance K moins L. Et si je définis K' est égal à K moins L, j'aurai P puissance K'. Tout ça pour dire que l'indice du stabilisateur de PI dans H est une puissance de K. Puissance de P. Puissance de P. De P pour tout I. Mais P ne divise pas le cardinal de l'orbite. S0, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc cela implique forcément qu'il existe un P' dans ma partition tel que l'indice du stabilisateur de P' dans H est égal à 1. Je vais expliquer peut-être un peu pourquoi. Puisque s'il n'existait pas un tel P', alors on pourrait écrire S, le cardinal de S0, comme un multiple de P d'une puissance de P, et ainsi P diviserait S0. Sauf que là, P ne divise pas S0, donc il existe forcément une puissance de P avec un exposant est égal à 0, donc 1. Voilà, dans ma somme. Donc ça, c'est équivalent à dire que si l'indice du stabilisateur dans H est égal à 1, le stabilisateur de P dans H est égal à 1, ça veut dire que ça, c'est égal à H. Donc c'est équivalent à dire que stab P' est égal à H. Et ça, c'est équivalent à dire que H, P', H-1 est égal à P' pour tout H dans grand H.
Voilà. Et maintenant, je vais faire peut-être une petite digression. Je vais devoir en fait citer le deuxième théorème d'isomorphisme. Alors, énonçons. Deuxième théorème d'isomorphisme. Alors, soit j'ai un groupe et N un sous-groupe normal de G, un sous-groupe distingué de G, et H un sous-groupe tout court de G, hein, on ne demande pas qu'il soit normal ou non, alors on aura deux choses. N intersecté avec H est un sous-groupe normal de H, et H quotienté par H intersecté avec N sera isomorphe à H fois N quotienté avec N. Voilà le deuxième théorème d'isomorphisme. Donc on va l'utiliser. Hein, je rappelle qu'on a réussi à prouver que H'(H'1 est égal à P' pour tout H dans H. On a réussi à construire l'existence d'un P' qui vérifie ça. Et ça veut dire quoi? Donc on a vu qu'il existait un P' qui vérifie cette relation. Et ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, par définition, que P' est normal dans H. Hein, P' est distingué dans H. Et aussi, on s'était donné H, hein, on rappelle que c'était un P sous-groupe de G. Hein, on s'était donné. Donc H est dans G. Donc en fait, là, dans ma définition, dans mon théorème, enfin plutôt dans mon deuxième théorème d'isomorphisme, N joue le rôle de mon sous-groupe normal P'. Donc par le deuxième théorème d'isomorphisme, là je vais plutôt me concentrer sur cette partie de la conclusion de mon théorème. H quotienté avec H intersecté avec P' est isomorphe avec H fois P' quotienté par P'. Je remplace tous mes N par mes P', vu que là dans mon cas, c'était P' qui jouait le rôle de mon sous-groupe normal. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de déterminer, donc en particulier, donc ça implique en particulier qu'ils ont même cardinal. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de déterminer quel est le cardinal de H quotienté par H intersecté avec P'. Je sais que H intersecté avec P' sera toujours un sous-groupe de H. Donc par Lagrange, le cardinal de H intersecté avec P' divise le cardinal de H. Mais le cardinal de H, on a dit que c'était P puissance K, une puissance de P, puisque H était un sous-groupe. Donc, si le cardinal de H intersecté par P' divise une puissance de P, il existe L', je ne reprends pas L vu que L je m'étais déjà servi avant, donc L', entre 0 jusqu'à K, tel que l'ordre de H intersecté avec P' est égal à P puissance L'. Or, le cardinal de H intersecté avec quotienté avec H intersecté avec P', c'est rien d'autre que le cardinal de H sur
le cardinal de H intersecté avec P', qui est égal, le cardinal de H, c'est P puissance K. Et on a dit que le cardinal de H intersecté avec P', c'était une puissance de P. En particulier, où la puissance est comprise entre 0 et K, je l'avais nommé L'. Ça, c'est rien d'autre que P puissance K moins L'. Et je peux dire que c'est P puissance K', où je pose K' égale K moins L'. Donc tout ça pour dire que le cardinal de H quotienté avec l'intersection de H avec P', c'est juste une puissance de P. Donc, H fois P' sur P', quotienté avec P', le cardinal de H fois P' quotienté avec P', c'est égal à P puissance K'. Ok ? Et ça, c'est équivalent à dire que H fois P' est égal à P puissance K' fois H fois le cardinal de P'. Mais je rappelle, P', c'était quoi? C'était un P-silo. Donc il est d'ordre P puissance N par définition. Où G, je vous rappelle tout au début, j'avais posé G égale P puissance N fois Q avec P et Q promis entre eux. Donc puisque P est un P-silo, il est d'ordre P puissance N. Donc ça, je peux sommer les puissances. Et ça peut être P puissance T, où T, c'est rien d'autre que K' plus N. Donc on peut regarder que T est plus grand ou égal à N. Mais est-ce que ça, c'est vraiment possible? Puisque j'ai dit que P puissance M, c'était la puissance maximale de P. Donc il ne peut pas avoir une puissance, vu que P est un P-silo, son cardinal est la puissance maximale de P. Donc il ne peut pas avoir une puissance plus grande que P. Donc P puissance T est nécessairement égal à P puissance N. Ok? P puissance N. Ok? Donc on a P puissance T qui est égal à P puissance N, ce qui est équivalent à P puissance T, je rappelle que c'était le cardinal de HP', donc ce qui est équivalent à dire que le cardinal de HP' est égal à P puissance N, et P puissance N, c'était le cardinal de P'. Ok? Donc ça implique que HP' est égal à P'. Ou encore que H est inclus dans P'. Ce qui conclut la preuve. Voilà. Dire que H fois P' est égal à P'. Donc si je prends par exemple dans mes P' l'élément neutre, je me retrouve à dire que H est inclus dans P'. Où P' était mon P-silo, et mon P-silo, et H était un P sous-groupe de G qu'on s'était fixé au début. Donc P', on a prouvé l'existence d'un P-silo qui contient un P sous-groupe. Ce qui justifie le point 1 du théorème de Sylow qu'on devait montrer. Voilà. Et pour montrer le point 2, j'avais dit que c'était juste un point particulier du point 1. Donc le point 2.
On a vu que tout, en fait, on a vu que tout P groupe était contenu dans le conjugué d'un P silo. Donc on vient de voir. Donc là, je dois montrer le point 2, c'est-à-dire que tous les P silos sont conjugués. On vient de voir que tout P groupe H était contenu dans un P silo, S. Où S, je vous rappelle, bon là je vais noter P'. Hein. Bon, je vais regarder sur les mêmes nomenclatures. P'. Donc on vient de voir ça. On vient de voir que tout P groupe H était contenu dans un P silo P'. Où P', c'était aussi G, non, H, P', H-1 pour tout H dans grand H. Hein. Donc en fait, tout P groupe est contenu dans le conjugué d'un P silo. Mais si je me donne un... Donc maintenant, il faut qu'on se donne un P silo, il faut qu'on montre qu'il est conjugué. Donc soit H, un P silo. Donc en particulier, c'est un P groupe. Donc il est contenu par le point 1 dans un P silo. Un P silo en particulier, c'est un P groupe. Donc par le point 1, il est contenu dans un P silo. Donc il est contenu dans un P silo. P', H, P', H-1, où P est un P silo. Donc, où je peux mettre P de manière plus condensée. Où je peux mettre que P bon, est un P silo. Je voulais dire qui appartient, mais je trouve que le mot effacé. Voilà. Mais sauf que H est aussi un P silo avant d'être un P groupe. Et un P silo, c'est un P groupe maximal, par définition. Donc c'est l'élément maximal de l'ensemble des P groupes de G dans le sens de l'inclusion. Donc forcément, H égale P'. Et donc, H est conjugué. Vu que H est égal à P', H est conjugué. Donc c'est juste un cas particulier du point 1. Il faut juste bien poser les choses. Voilà pour le premier théorème de Sylow. Le deuxième, la démonstration du deuxième théorème de Sylow. Ou le premier théorème de Sylow, je l'avais fait dans la vidéo précédente. Après avoir vu le deuxième théorème de Sylow, je vais maintenant montrer le troisième théorème de Sylow. Alors je vais l'énoncer, puis ensuite le démontrer. Alors, troisième théorème de Sylow. Alors on se donne toujours un groupe fini. Et P un premier. Tel que P divise l'ordre de G. Ainsi, je peux écrire l'ordre de G comme P puissance n, où P puissance n est la puissance maximale de P, fois Q, où n est un entier strictement positif, puisque P divise l'ordre de G, et Q un entier quelconque. Et avec P et Q premiers entre eux. Alors je vais pouvoir faire, si je note NP, le nombre
de P silo de G ou de manière équivalente, si je suis ce que j'avais noté dans le théorème 2, la cardinalité de l'ensemble des P silo de G, alors je vais faire deux conclusions. La première conclusion, c'est que le nombre de P silo de G est congru à 1 modulo P. Et la deuxième, c'est que le nombre de P silo de G divise Q. Voilà. Je vais peut-être encadrer. Donc voilà le troisième théorème de Silo. Donc je vais en apporter une démonstration. Donc preuve. Donc on va se redonner un peu les mêmes conditions que pour le deuxième théorème de Silo. Alors, donc soit G a un groupe fini et P un premier. On sait que... et on va écrire quand même pareil, on se redonne comme les mêmes conditions que le théorème. Voilà. Et on sait en fait par le deuxième théorème de Silo, dans la démonstration, j'avais montré que G agissait sur l'ensemble des P silo de G. Par conjugaison. Par conjugaison. Et donc maintenant, j'ai plus considéré G, ni l'ensemble des P silo de G, comme la dernière fois. Je vais considérer S0, le G orbite de P. C'est-à-dire l'ensemble des P de GP-1 tel que G parcourt le groupe. Les éléments, voilà. Et maintenant, je vais me donner un P silo. Et au mieux de considérer l'action de G sur l'ensemble des P silo, je vais considérer l'action de P sur S0. Donc ça va être la restriction. Et c'est aussi une action de groupe. Du coup, on a vu ça dans la démonstration du deuxième théorème de Silo. On avait vu exactement ça. Donc je vais considérer maintenant l'action de groupe, l'action de P sur S0. Et on avait vu que P ne divise pas l'ordre de S0, l'ordre du G orbite de P. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que c'est S0 ? S0, hein, c'était défini comme, je vais le réécrire, GP, G-1 tel que G parcourt en G. Mais par le deuxième théorème de Silo, tous les P silo sont conjugués. Donc en fait, là, je vais retomber sur tous les P silo. Sont conjugués. Donc ça va être l'ensemble des P silo de G. Donc en fait, le cardinal de S0, c'est rien d'autre que le cardinal de l'ensemble des P silo de G, qui est, on avait posé, n indice P, le nombre de P silo de G. Voilà.
Et si je note maintenant, notons 0, indice 1 jusqu'à 0R, les orbites 2 à 2 disjointes de S0. Alors, je peux écrire S0 comme l'union des orbites OI de I allant de 1 à R. Donc ça implique que le cardinal de S0 est la somme de l'ordre de chacun des orbites de I allant de 1 à R. Et là, je vais utiliser la formule des classes. Donc je vais écrire ça comme la somme de I allant de 1 à R de P, hein, je fais agir P sur S0, de l'indice du stabilisateur des OI sous l'action de P dans P. Voilà. Et puisqu'on avait vu que je vais peut-être écrire ça là. Donc j'ai S0 qui est égal à la somme de l'indice du stabilisateur de mais P ne divise pas. Et ça, on avait vu aussi que c'était une puissance de P dans le deuxième théorème de Sylow. Puissance de P. Donc puisque... Donc ça, là, je renvoie encore démonstration du deuxième théorème de Sylow. On avait montré que P ne divise pas S0, qui est rien d'autre que N indice P, le cardinal de S0, hein, vu que les P Sylow tous les P Sylow sont conjugués. Et donc c'est égal à, puisque P ne divise pas S0, il existe au moins une indice qui est égal à P, à 1. Parce que sinon, P diviserait S0, vu que les indices sont d'une puissance de P. Donc je pourrais écrire le cardinal de S0 comme 1 plus la somme de tous les indices tous les orbites qui ne sont pas réduits à un seul élément. Donc. Et ça, c'est NP. Ça, c'est une puissance de P. Pour tout I. Hein, pour tout I. Donc ça, c'est divisible par P. Donc on a NP égale à 1 plus quelque chose qui divise par P. Donc si on effectue la division euclidienne de NP par P, le reste vaut 1. Donc NP est congru à 1 modulo P. Donc ce qui conclut I. Et maintenant, je vais essayer de montrer II. Donc montrons que NP divise Q. Ok? Où G, c'était égal à P puissance N fois Q. P et Q promis entre eux, hein, je rappelle. Et là, je vais juste utiliser en fait la formule des orbites. Je vais écrire l'ordre de G comme en fait comme S0, comme l'ordre du G orbite, fois le stabilisateur de G dans P. Hein, où ça c'est l'orbite de P, où P
c'est un P silo. G de P. C'est l'ensemble des P silo. Voilà. Et ça, c'est l'ordre de G qui est égal à P puissance N fois Q. Ça veut dire quoi que l'ordre de S0 fois l'ordre du stabilisateur égale P puissance N fois Q? Ça veut dire que le nombre de P silo de G, c'est équivalent à dire que le nombre de P silo de G fois l'ordre du stabilisateur de P est égal à P puissance N fois Q. Puisqu'on avait dit que le nombre de... Le cardinal de S0, c'était NP. Mais ça veut dire qu'en fait, que NP divise P puissance N fois Q. Puisque si j'effectue la division euclidienne de P puissance N fois Q par NP, j'obtiens l'ordre du stabilisateur. Donc ça implique que NP divise P puissance N fois Q. NP divise P puissance N fois Q, ça implique que NP divise P puissance N ou NP divise Q. Et je vais montrer que c'est impossible que NP divise P puissance N, donc forcément que NP divise Q. Donc supposons que NP divise P puissance N. Donc ça veut dire, donc ça implique que NP est égal à une puissance de P, excusez-moi, puissance de P, où la puissance, que je vais appeler L, est compris entre 0 et N. Mais si NP est égal à une puissance de P, ça veut dire que P divise NP. Hein? Forcément. Et ça, on avait vu impossible. Car on a vu que P ne divise pas le cardinal de S0, qui est rien d'autre que NP. Donc, forcément, vu que c'était un OU, il y avait soit ça, ou soit ça. Donc MP divise Q. Ce qui conclut la preuve du troisième théorème de Sylow. Voilà. Donc on a montré le troisième théorème de Sylow, la condition 1 et la condition 2. Merci à vous. Au revoir.